Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Panaméricaine, le podcast abordant les travaux actuels en sciences sociales qui portent sur les Amériques. Quoi de plus naturel pour un podcast que de se pencher sur la voix ? Lorsque vous écoutez nos voix, vous vous formez peut-être, sans y prêter attention, une image de nous, tant de nos physiques que de nos personnalités. Or, les voix et leur réception ont des caractéristiques socialement construites. C'est cette thématique que nous avons choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Pour en parler, de vive voix, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Tristan Lebras et Anaïs Lefebvre-Berthelot. Tristan Lebras est doctorant en histoire contemporaine à l'EHESS, rattaché à Mondes Américains, sous la direction de Romain Huret et de Sarah Leménestrel. Sa thèse s'intitule « Déségréguer les ondes, le rôle des disc-jockeys dans les reconfigurations politiques du sud des États-Unis, 1947-1979 ». Anaïs Lefebvre-Berthelot est maîtresse de conférences en études anglophones à l'université Rennes 2. Elle a soutenu une thèse sous la direction de Divina Frau-Regz à l'université Sorbonne Nouvelle et intitulée « Écoutez voir, revisiter le genre par les voix des femmes dans les séries télévisées américaines contemporaines ». Alors, pour commencer, comment en êtes-vous venu à travailler sur la voix ? Moi en fait j'avais commencé par un mémoire de M1 sur la représentation des femmes dans les séries télé et à la fin donc j'avais parlé beaucoup d'images et à la fin de la soutenance ma directrice à l'époque m'avait dit et les voix, et je pense qu'elle avait lancé ça un peu par hasard, mais moi je me suis accrochée à cette question et donc j'ai et dans mon M2 et dans ma thèse je me suis intéressée aux questions des voix des femmes dans les séries télé. Et mon point d'ancrage, c'était lié, parce que je pense que les sujets de thèse, c'est quand même toujours lié à des tropismes personnels. Et là, en l'occurrence, c'était lié à des séries que je regardais, qui avaient toutes pour point commun d'avoir des voix off féminines. Et donc, je me suis intéressée à ce dispositif-là, qui est en fait un dispositif assez récent, puisqu'on repère des voix off féminines qu'à partir des années 90. Alors, en gros, le premier, c'est dans les années 80, c'est La Petite Maison dans la Prairie, alors que des voix off masculines, il y en a très tôt, dès les débuts de la télévision. Et donc, moi, je me suis intéressée à cette question-là. Je me suis demandé pourquoi est-ce que les voix off féminines apparaissaient dans les années 90. Je me suis penchée sur ce concept-là. Et c'est vrai que quand je faisais ma thèse, on me disait « mais la voix, dans quel sens la voix ?» Et donc, je disais dans tous les sens. Et je m'intéressais notamment à la matérialité de la voix. Qu'est-ce qui était spécifique dans les performances vocales des actrices, en l'occurrence, mais aussi à ce que au sens plus métaphorique et au sens politique des voix, qu'est-ce que ces voix disaient, qu'est-ce qu'elles exprimaient, comment est-ce qu'elles permettaient de représenter aussi des expériences féminines variées, plus ou moins variées. En l'occurrence, mon corpus n'était pas très varié, mais voilà. Donc c'est comme ça que j'y suis arrivée. Et puis ensuite, comme je voulais vraiment ancrer mon travail, pas juste dans une analyse des représentations, mais aussi dans une analyse de la production des contenus de culture populaire, je me suis intéressée à la voix comme fil conducteur et comme construction d'une identité de marque et comme quelque chose qui crée du lien avec les téléspectateurs et les téléspectatrices. Et donc ça, c'est ce qui est dans en gros la dernière partie de ma thèse et du bouquin que j'ai sorti après. Merci. Et toi, Tristan ? Alors, bonjour. Moi, là, c'est l'occasion rêvée pour faire ce que Bourdieu appelle de l'illusion biographique, en fait, parce que mon père a commencé ses jeunes années, il a laissé tomber ses études d'histoire pour faire de la radio. Et donc, j'aurais pu me construire comme ça toute une illusion biographique en me disant que j'étais destiné à faire de la radio, mais en fait, c'est complètement faux. Je voulais travailler sur la musique en arrivant en master à l'EHESS. Et j'ai commencé à travailler sur les musiciens, je voulais regarder comment les dynamiques du mouvement pour les droits civiques dans les années 60 dans le sud des États-Unis, ça interagissait avec le métier de musicien dans le sud, entre musiciens blancs et musiciens noirs. Et je suis allé dans les archives et j'ai absolument rien trouvé sur les musiciens. Ce sont des gens pas du tout rigoureux, qui laissent pas du tout d'archives. Et donc par contre, en fait, dans ces archives, j'ai trouvé beaucoup de choses sur les radios et beaucoup de choses sur les disques jockeys, les animateurs de radio. Et en fait,
ça m'a semblé être une figure assez méconnue et beaucoup plus intéressante et sur laquelle on pouvait faire beaucoup plus de choses puisqu'il y avait toutes ces archives et notamment tous ces enregistrements sonores. Et en fait, la voix chez eux, c'est leur principal outil de travail. Et comme je les appréhende surtout sous l'angle d'une histoire du travail, comme des travailleurs, ils font un métier qui est relativement artistique, mais on peut les appréhender comme des travailleurs. Étudier la voix, ça s'imposait au bout d'un moment pour comprendre comment elle incarnait leur position, parfois ambiguë, entre différents mondes. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur la voix. Donc vous étudiez tous les deux la voix, toi Tristan donc à partir de la radio et toi Anaïs à partir des séries télé. Mais récemment tu as commencé aussi à étudier la radio. Et donc qu'est-ce que ça apporte dans ton travail ? En fait, je suis venue à la radio via la télévision parce que je me suis rendu compte en allant chercher des explications en fait, à l'exclusion des voix des femmes à la télévision, que ça remontait plus loin et que une grande partie des dispositifs télévisuels viennent en fait de la radio. Et je suis tombée sur un argument qui était que les voix des femmes étaient incompatibles avec la technique, incompatibles avec les micros, incompatibles avec les enceintes, et que c'était pour ça qu'il n'y avait pas ou pas beaucoup de voix de femmes à l'antenne. Et donc moi cet argument m'a beaucoup intriguée et j'ai passé c'est quelque chose que j'ai gardé dans un coin de ma tête. Et donc maintenant que j'ai pas fait le tour des séries télé, mais c'était un sujet vers lequel je voulais me tourner, et j'ai trouvé une radio qui a énormément d'archives et qui me permet de travailler sur cette question-là. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet de la voix, est-ce que vous pourrez nous rappeler aux auditeurs un peu quelle est la période précisément de l'histoire des États-Unis que vous étudiez et comment se manifeste, quelle est la particularité de l'histoire des médias donc au sein de cette période, mais aussi surtout quelle est en fait la place au niveau de la place des femmes, au niveau des droits des Afro-Américains, donc des minorités, quelle est la particularité donc à ce niveau-là de votre période ? Alors en fait, déjà il faut savoir qu'aux États-Unis, à l'inverse de ce qui s'est passé en Europe, lorsque la radio est apparue dans les années 20, elle s'est quasiment entièrement tournée vers le privé, ou très très largement, à quelques notables exceptions comme celle sur laquelle travaille Anaïs. Mais donc on a surtout affaire à des radios privées qui s'intéressent, qui ont besoin d'un public qui est un marché pour pouvoir exister. Donc au départ, les Afro-Américains ne sont pas perçus comme étant un marché intéressant, donc il n'y a pas de radios qui leur sont dédiées. En revanche, on a une forme de présence afro-américaine à la radio, mais qui est très péjorative pour eux, puisque en fait on a des émissions de blackface, ce qui se pratiquait avant dans le monde du spectacle, avec des blancs qui se maquillent en noir pour caricaturer les Afro-Américains, se transpose très rapidement dans le média radiophonique dès les années 20 avec un immense succès. C'est notamment l'émission Amos and Andy à la toute fin des années 20 et pendant toutes les années 30, ça va rester un des rendez-vous préférés des Américains blancs, mais pas que. Et donc il faut attendre en fait la Seconde Guerre mondiale où on a des premières émissions à l'intention des troupes de soldats afro-américains pour remonter le moral, des troupes où on a quelques émissions gérées par des Afro-Américains, enfin plus ou moins. Il commence un peu à émerger dans ce paysage-là, et il faut surtout attendre la fin des années 40 et début des années 50 pour qu'on voit apparaître des radios qui ciblent spécifiquement le public afro-américain, parce que la Seconde Guerre mondiale a provoqué un boom très important dans l'industrie des États-Unis, qui a créé pas mal d'emplois pour les Afro-Américains, et ça a renforcé le phénomène qu'on appelle la Grande Migration, où les Afro-Américains qui étaient très majoritairement basés dans le sud rural, en raison de l'esclavage qui les avait placés là historiquement, ces Afro-Américains vont partir de plus en plus vers les villes et vers le nord, mais surtout vers les villes. Et à partir du moment où ils sont dans des villes, ils sont concentrés au même endroit, donc ils sont intéressants pour une petite radio à cibler. Et donc on a toute une ribambelle de radios qui ciblent le public afro-américain, qui apparaissent dans les années fin des années 40, début des années 50, avec assez souvent du personnel afro-américain, des disques jockeys afro-américains, mais très souvent le propriétaire reste blanc, et en général les managers, les cadres restent en grande majorité blancs, et ça va durer pendant très longtemps.
jusque dans la fin des années 60, années 70, où le mouvement pour les droits civiques et le Black Power va rattraper un peu ce milieu-là en réclamant plus de propriété afro-américaine des radios, d'accès aux postes de management. Alors en ce qui concerne les femmes, il y a des éléments qui sont assez similaires. Mais en fait, donc, quand on s'intéresse au concept de voix, et même quand on s'intéresse à la matérialité de la voix, moi je trouve que c'est difficile de ne pas envisager le concept aussi de manière politique, et c'est assez intéressant de comparer l'histoire politique des femmes aux États-Unis et l'histoire des médias, puisque les femmes blanches obtiennent le droit de vote en 1920, et c'est à peu près le moment de naissance de la radio. Et il y a un certain nombre d'anciennes suffragistes, de militantes réformistes qui vont, mais parce qu'elles avaient tout un entraînement politique, mais elles vont très vite se saisir de ce nouveau médium. Et donc moi, dans les archives de la radio qui m'intéressent, WNYC, on entend des anciennes militantes réformistes qui viennent prendre la parole sur des sujets d'éducation civique, de santé publique, voilà, des choses comme ça. Mais bon, elles vont quand même être assez rapidement écartées des ondes, ce qui correspond à un backlash, en fait, à un retour de bâton conservateur contre le féminisme qu'on observe après la Première Guerre mondiale. Les femmes vont réapparaître un peu plus massivement sur les antennes au moment de la Deuxième Guerre mondiale, mais parce que comme dans toutes les industries, les hommes partis au front laissent un peu de place, donc on va avoir plus de femmes journalistes, animatrices sur les antennes. Et après on a la guerre froide, et la guerre froide, ça correspond aussi à l'apparition de la télévision dans les foyers. Et la guerre froide, d'un point de vue genré aux États-Unis, ça correspond aussi à un repli domestique, à une espèce Et bon, là, il faut préciser que je parle énormément de modèles qui concernent l'Amérique blanche, parce qu'évidemment, le quotidien des femmes africaines-américaines était très différent, mais le modèle social, ça va être la famille nucléaire, avec la femme qui reste au foyer, et donc qui regarde la télévision pendant la journée. Et donc l'apparition de séries télé où on met en évidence ces valeurs familiales. Et en même temps, c'est aussi l'émergence de la société de consommation. Les femmes vont devenir un public intéressant parce que c'est elles qui font les achats. Et donc on va commencer tout doucement à avoir des programmes qui vont s'adresser à elles directement, parce que c'est dans l'intérêt des annonceurs. Et donc en gros, à partir des années 60, on a un mouvement assez constant, en fait, de progression des représentations féminines à la télévision. Avec dans les années 70 le renouveau féministe qu'on a appelé de deuxième vague, qui fait qu'on va avoir des nouveaux personnages aussi féminins, de femmes célibataires, indépendantes, qui travaillent. Et après, moi, dans la partie qui m'a intéressée dans ma thèse, pour la période qui m'a intéressée dans ma thèse, dans les années 90, il y a une fragmentation de l'industrie télévisuelle avec une multiplication des chaînes. Et en fait, à chaque fois que l'industrie audiovisuelle est un peu en crise, elle se dit, bon, mince, il faut qu'on trouve un public, il faut qu'on trouve d'autres publics. Et tout d'un coup, et ça arrive à peu près tous les 15 ans, maintenant c'est même tous les 2-3 ans, on redécouvre que les femmes existent. Parce que les femmes, c'est intéressant, c'est un public de niche. Parce que le spectateur ou l'auditeur par défaut, c'est un homme blanc qui travaille. Mais les femmes, c'est une niche, mais qui représente 51% de la population, et qui, dans les années 90, a un pouvoir d'achat très important. Et donc on va s'adresser à elles plus précisément. Donc dans les années 90, on a un certain nombre de séries, dont celles sur lesquelles j'ai travaillé, comme Ally McBeal ou Sex and the City, qui vont s'adresser à ces femmes en gros 25-40 ans, qui travaillent, qui sont urbaines, qui ont un niveau de consommation assez élevé. Et puis si on continue au XXIe siècle, on a toujours des crises, on a l'apparition des plateformes, une nouvelle vague féministe, le mouvement MeToo, qui va aussi venir transformer les représentations, qui va venir permettre d'entendre aussi de nouvelles voix, notamment parce que les combats féministes ont mis ça en avant. All right, then, my friend, you put your finger on it. That's what I'm gonna do anyhow. I would have done it whether you said to do it or not. You know, that's the way it is. 15-10 on the dial. John, I went out south in Dixie. Program 10 time. Let's put that theme out and kick it in like this. The thing here by the meters, it is called the Sissy Strut. Look out. Donc là, c'est John R., de son vrai nom John Richburg,
qui est un disque jockey des années 50, 60, 70 à Nashville, WLAC, et en fait, donc il est blanc, mais il a une voix qui est souvent comprise comme étant une voix afro-américaine parce qu'il ne joue que des musiques afro-américaines, et donc il est très connu pour ça, mais il est aussi connu pour avoir eu un engagement assez important dans le mouvement pour les droits civiques à Nashville et avoir reçu une médaille de la NAACP pour ses forts liens avec la communauté afro-américaine. Alors, en ce qui concerne la voix en elle-même, est-ce que vous pouvez nous dire déjà comment est-ce qu'on fait pour étudier une voix, pour la décrire, pour se former l'oreille, à savoir repérer des caractéristiques spécifiques, et quel corpus, quelle source vous utilisez, vous, dans vos recherches? Alors, on vient des sciences sociales, des sciences humaines et sociales, on va avoir une première déception un peu, c'est que il y a beaucoup de gens spécialistes de la voix, mais pas tellement dans les sciences sociales. Et ceux qui se sont intéressés le plus sont, on va dire, plus proches des sciences plus dures, entre guillemets. Une partie de la linguistique qui a beaucoup étudié ces questions-là dans différents contextes géographiques et temporels, mais avec un appareil théorique très important qui demande donc de se former là-dedans. C'est assez compliqué, ça parle parfois d'angle, alpha, des choses qui me restent encore aujourd'hui très floues. Et sinon, on a des sciences encore plus dures, entre guillemets, comme dans l'acoustique, ou alors des gens qui ont des formations en ingénieur du son, et qui utilisent un tas de logiciels pour faire des analyses très pointues sur la voix, sur les décibels, la hauteur de la voix, la prosodie, énormément de choses qui font ce qu'on appelle aussi des analyses spectrales, avec des logiciels développés par l'IRCAM ou d'autres laboratoires, et il y a donc un seuil de compétences qui est assez élevé pour pouvoir se saisir de ces outils-là. C'est déroutant quand on arrive en sciences sociales, d'autant plus dans mon cas particulier, c'est que en fait les extraits audio que j'ai, c'est incompatible avec ces outils, parce que la plupart du temps ce sont des enregistrements de faible qualité. Quelqu'un qui a juste enregistré depuis sa radio sur une cassette qui est restée dans une cave pendant 50 ans, qu'on ressort aujourd'hui. C'est que des petits bouts, on n'a pas beaucoup de données qu'on pourrait comparer systématiquement avec beaucoup d'autres données. On n'a pas plusieurs personnes qui disent plusieurs fois la même phrase, par exemple. C'est comme ça aujourd'hui qu'on analyse beaucoup les voix dans ces cadres très, très scientifiquement technologiques. C'est beaucoup plus simple en sciences sociales de travailler plutôt sur la réception de ces voix. Qu'est-ce qu'on dit de ces voix? On pourrait passer des heures à parler de la matérialité de la vocale, qu'est-ce qui fait la voix, mais le plus souvent, on va entendre un peu ce qu'on a envie d'entendre en fonction d'un contexte particulier. Si on sait qu'on écoute une radio afro-américaine, on va s'attendre à entendre une voix d'afro-américain. Au final, parfois, peu importe un peu quelle est la teneur, la caractéristique profonde de cette voix, ce qui compte, ça va plus être le contexte parfois. Ce qui fait qu'on peut travailler, dans mon corpus personnel, moi j'ai beaucoup d'extraits sonores quand même, pour savoir un peu déjà de quoi ils parlent à la radio, quel est le vocabulaire un peu qu'ils utilisent. Mais j'ai aussi beaucoup d'histoires orales d'auditeurs en fait, et auditrices qui racontent ce que eux entendaient quand ils écoutaient la radio. Et ça, couplé à des analyses des coupures de presse, ça me permet d'appréhender ces voix d'un point de vue plus compatible avec une démarche de sciences sociales, en regardant comment les catégories se construisent, etc. Toi, Anaïs, tu souscris à cette vision de la voix? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai essayé au début, parce que comme j'ai une formation d'angliciste, j'avais fait un peu de linguistique, donc je me suis dit, je vais aller essayer quand même d'aller utiliser les logiciels, Pratt, tout ça, donc, et d'objectiver un petit peu l'objet. Et donc, il y a un article, par exemple, où j'ai utilisé ça, mais c'est vrai que c'est jamais satisfaisant parce que je rencontre exactement les mêmes problèmes que Tristan. Moi, j'ai des fichiers qui sont numérisés. Je ne sais pas du tout quel était le fichier de base, je ne sais pas quelles sont les transformations. Donc, c'est des fichiers où il y a énormément de craquements. Donc, c'est pareil, ça fait des deux sur les analyses spectrales, ça fait des parasites. Enfin, c'est très difficile de savoir où est la voix. Donc, bon, j'ai essayé de mettre à contribution mon entourage. J'ai une sœur qui est orthophoniste, donc de temps en temps, je lui dis qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu dis que cette voix-là, comment est-ce qu'elle serait? Mais là aussi, on se rend compte, et c'est quelque chose qui est assez similaire en linguistique ou en phonétique acoustique, on s'intéresse beaucoup aux voix pathologiques. Et finalement, il n'y a pas tant que ça d'études sur les voix
normales, voilà, enfin sans pathologie spécifique, ou sinon il peut y avoir des analyses sur les accents, mais il n'y a pas forcément des analyses particulières, juste sur la voix, il n'y a pas des grandes analyses diachroniques qui permettraient d'établir que par exemple la fréquence moyenne d'une voix féminine a augmenté ou baissé. Mais par contre, on peut écouter ce que disent les professionnels, et puis on peut écouter ce que nous, voilà, enfin essayer de voir ce que nous on en pense. Mais là, je trouve aussi que le fait de venir des sciences humaines et sociales, c'est intéressant parce que on sait que la recherche, elle est de toute façon située, qu'il y a pas, que l'objectivité, que la neutralité n'existe pas. Et donc on arrive en étant conscient, je crois que c'est Marx qui dit que les 5 sens sont le résultat de toute une histoire. Et donc oui, de toute une histoire sociale, mais aussi de toute une histoire individuelle. Et c'est certain que là, tous les 3, je pense qu'on n'entend pas. Voilà, on écoute la même chose, on n'entendra pas la même chose. Parce que ça dépend si on a fait de la musique, ça dépend si on a été à un concert hier et qu'on a encore un peu des bourdonnements dans les oreilles, ça dépend de nos goûts, ça dépend de comment on a été habitué, comment on a été socialisé dans l'enfance. Enfin, il y a un tas de choses comme ça, je pense, qui jouent vraiment un rôle important. Donc, je trouve que travailler sur les voix et la matérialité de la voix, c'est beaucoup de bricolage en fait méthodologique. Et c'est quelque chose qui se retrouve aussi après quand on essaye de les décrire. Une des difficultés du travail sur les voix, c'est de les décrire. On a assez peu et en français en plus, pour le coup, j'ai l'impression qu'en anglais c'est peut-être plus facile. Mais qu'en français, le vocabulaire pour décrire les voix est assez pauvre. Alors il y a des travaux un peu phares. Il y a Barthes qui a écrit Le grain de la voix, mais bon, c'est pareil, ça reste un peu... il a un joli style, mais quand il écrit, moi, je n'entends rien de spécifique. Et ça, c'est vraiment un des enjeux. Un auteur aussi qui a travaillé sur la voix, c'est David Le Breton, qui a écrit Éclat de voix, qui est un ouvrage qui est assez intéressant pour ça. Et en anglais, il y a un chercheur américain, états-unien, qui travaille sur la radio et les podcasts, qui est Jason Novilio, qui lui est très très doué pour décrire les voix. Mais ce dont ça témoigne aussi, c'est que il est très doué pour décrire ces voix-là parce qu'on sent qu'il a passé toute sa vie avec. C'est-à-dire il a fait tout un travail sur les voix de NPR, la radio publique aux États-Unis. Et on sent qu'il a grandi en écoutant ces voix-là. Et moi, je m'imagine assez bien faire ce genre de travail sur France Inter, parce que j'ai grandi en écoutant France Inter, mais même en écoutant beaucoup la radio états-unienne, j'ai pas le même type de familiarité. Et là, ça dit vraiment quelque chose de l'importance de la situation personnelle du chercheur ou de la chercheuse. Donc en termes de corpus, moi quand j'ai travaillé sur les séries, c'était assez facile, j'avais des épisodes, à l'époque il y avait encore des DVD, voilà, c'était très simple. Et pour la radio, travailler sur la radio aux États-Unis, c'est, je pense, plus compliqué que de travailler sur la radio en France, parce qu'il n'y a pas de dépôt légal. Donc il n'y a pas des archives de la même manière. Les archives sont très éclatées. Mais j'ai trouvé cette radio que j'écoutais quand j'habitais à New York, qui s'appelle WNYC, qui est la radio municipale de la ville de New York, et qui est une des rares radios aux États-Unis à avoir son propre département d'archives, qui a été créé il y a 25 ou 30 ans, et avec un archiviste qui a travaillé dans la radio, qui connaît extrêmement bien cette radio, qui a une formation d'ingénieur du son, et donc qui connaît très très bien son fond et qui fait tout un travail de numérisation et de mise en ligne. Donc il y a énormément de choses qui sont disponibles en ligne, mais c'est pas du tout pensé pour les chercheurs et les chercheuses. C'est pensé pour le grand public ou pour les professionnels de la radio. Donc pour faire une recherche, c'est vraiment la même chose que de plonger dans un carton et on sait pas ce qu'il y a, quoi. Mais c'est assez passionnant. Et de la même manière que Tristan, oui, je vais aller travailler aussi en réception et donc aller regarder la presse. Et là, j'espère, quand je vais aller faire mon séjour en archives, peut-être trouver des choses dans le courrier des auditeurs et des auditrices aussi. Good afternoon, ladies and gentlemen. New York City is my city. I was born in this city. My childhood was largely spent here. I went away in the summers, but all of my education up to the age of 15 was carried on in New York City. After that age, I lived away at different times for long periods of time. But I never come back without the feeling that I'm coming home and this is the place where I belong.
Donc on vient d'entendre Eleanor Roosevelt, qui était la première dame des États-Unis à l'époque. Elle intervient sur WNYC en août 1943, à un moment où il y a des émeutes raciales et des tensions sociales dans la ville de New York. Et donc elle est appelée pour parler aux New-Yorkais et leur dire que c'est important de se rassembler et d'être unis à la maison pour gagner la guerre. Et donc c'est un document qui est intéressant parce que là on voit comment, avec les archives sonores, on se heurte aussi à potentiellement des dégradations de la qualité en raison du format. Et en termes de la performance, en ce qui concerne la performance vocale d'Eleanor Roosevelt, ici, ça fait déjà 15 ans qu'elle fait de la radio, en fait, elle assez régulièrement. Et on sent qu'elle a appris à poser sa voix et à l'utiliser pour transmettre un message, pas juste par les mots, mais aussi par sa voix. White, yellow, brown. Some of them newcomers, some of them having lived here a long while, but never quite casting off the country of their birth. Some of them descended from ancestors who may have come over in the Mayflower. All of them human beings and citizens of a great metropolis. Alors, on s'est rendu compte que ce qui réunit vos recherches, il y a quelque chose qui se joue dans la performance de l'identité, que ce soit une identité de genre, de race ou de classe sociale. Donc, est-ce que vous pourriez revenir et expliquer donc les enjeux qu'il y a autour de ces performances dans vos recherches et donner quelques exemples un peu plus détaillés Alors, dans mon cas, en fait, il faut bien comprendre qu'on a affaire à des entrepreneurs qui sont propriétaires de radio, blancs, qui demandent à des disques jockeys d'attirer le plus possible le public vers cette radio, vers l'écoute de cette radio, pour que les gens écoutent les pubs qu'il y a sur cette radio et soient assez attirés par cette radio pour être également attirés par les produits dont on fait la publicité sur ces radios. Du coup, ces propriétaires-là, dans leur raisonnement, ils considèrent qu'il faut apparaître à la radio comme étant le plus authentiquement noir possible pour qu'il y ait un phénomène d'identification entre le public et le disque jockey. Du coup, on demande spécifiquement aux disque jockeys afro-américains d'avoir une voix typiquement afro-américaine. Quand bien même personne n'a de vraie définition sur ce que ça veut dire une voix typiquement afro-américaine, mais on leur demande de ne pas parler comme les blancs, entre guillemets. Quelque chose sur lequel on peut revenir, ça sera un objet de lutte plus tard. Et en fait, cette question-là, elle est compliquée par le fait qu'on n'a pas que des Afro-Américains, des disques jockeys Afro-Américains dans ces radios qui ciblent le public Afro-Américain. On a aussi des disques jockeys blancs qui sont là pour diverses raisons, parfois parce que les patrons de radio ne veulent pas complètement déségréguer, parfois parce que ces disques jockeys-là sont les plus intégrés dans l'industrie de la musique à destination du public afro-américain. C'est eux qui ont leurs entrées avec les musiciens, donc c'est plus intéressant pour une radio si quelqu'un peut faire venir Otis Redding ou James Brown sur ton émission. Si la personne qui a les contacts est blanche, tu embauches cette personne. Et donc pour différentes raisons, ils sont là. Et en fait, l'historiographie a très rapidement considéré que ces disques jockeys blancs imitaient la voix des Afro-Américains, essayaient de parler noir, entre guillemets, notamment parce qu'on a beaucoup de témoignages d'auditeurs qui disaient mais ce DJ-là, moi j'étais persuadé qu'il était noir. Il sonnait noir, il sounded black. Et avec tous ces témoignages, les historiens ont un peu conclu qu'on avait un exemple typique d'appropriation culturelle où une population blanche va utiliser une production culturelle, en l'occurrence la voix, d'une communauté, en l'occurrence les Afro-Américains, à son propre profit. Et ce qui est étrange et ce qui m'a interpellé dans cette histoire, c'est que j'ai remarqué dans les sources qu'il n'y avait pas de scandale à l'époque sur ces disques jockeys-là. Ils sont pas, il n'y a pas du tout de campagne contre eux, ils sont pas visés par des éditos dans la presse afro-américaine ou des choses comme ça. Et un autre problème aussi, c'est que on a souvent suggéré que ces disques jockeys-là blancs se cachaient un peu derrière le micro en faisant passer pour afro-américains, sauf que ce n'est pas compatible avec le métier de disque jockey qui consiste à être très exposé dans l'espace public. Ils sont constamment dans la rue, ils sont constamment dans les magasins pour faire la promotion des produits dont ils font la pub, puisque c'est comme ça que la radio gagne de l'argent. Donc on met les DJ dans la rue pour qu'ils poussent les gens à acheter. Ce qui fait qu'on ne peut pas se cacher quand on est DJ, on ne peut pas se cacher derrière le micro. Il y a même un certain nombre de radios qui avaient des studios d'enregistrement au rez-de-chaussée avec des baies vitrées pour qu'on voit constamment les DJ. Donc ça n'a pas de sens de dire qu'ils se cachaient. Du coup j'ai fait une étude sur la réception de ces voix, parce que moi-même d'ailleurs quand j'écoutais les voix de ces disques jockeys blancs, je n'entendais pas la même chose que ce qu'il y avait chez d'autres disques jockeys afro-américains. Parce
En fait, chaque voix est assez unique. Et donc, je me suis attelé à l'étude de la réception. Et ce qui revenait souvent dans les histoires orales d'auditeurs, ce qui les marquait, en fait, c'était qu'ils avaient une profondeur dans la voix, c'est-à-dire qu'ils avaient une voix grave, bien grave, et qu'ils parlaient vite, très vite. Et ce serait ça qui définirait un peu la voix noire, à la fois chez les Afro-Américains et chez les disques jockeys blancs qui officient sur ces radios. Et en fait, quand on regarde ces deux éléments-là, profondeur de la voix et rapidité, sont aussi des éléments qui jouent dans les enjeux de construction de la masculinité, parce que pour le faire vite, les études en phonétique ont montré que les hommes qui avaient une voix grave étaient plus attirants sur le marché matrimonial et conjugal. De même que ceux qui parlent plus vite, on donne l'impression qu'ils sont plus intelligents. En gros, parler vite et avoir une voix grave, c'est plus sexy pour des hommes. Et d'ailleurs, ces questions-là ne sont pas du tout reprises pour les femmes. On a beaucoup de disques jockeys femmes qui ne sont pas toujours beaucoup décrites dans l'historiographie, mais elles sont bien là. Et elles, on ne dit jamais qu'elles ont une voix particulièrement noire. Elles sont toutes afro-américaines, il n'y a pas une seule femme blanche disque jockey dans les radios à destination du public afro-américain. Il y a un tabou des relations entre une femme blanche et la communauté afro-américaine qui est trop fort pour prendre ce risque-là. Et donc, ces femmes, comme elles-mêmes, elles cherchent à séduire le public, mais la séduction n'est pas la même, ne fonctionne pas pareil pour les femmes. Et ce qui compte, c'est parler doucement, d'avoir du souffle dans la voix. C'est les stéréotypes. On parle tout ça, c'est que des stéréotypes, hein. Mais c'est des stéréotypes avec lesquels on essaye d'attirer le public. Et donc, ces femmes-là ne subissent pas les mêmes enjeux. Donc, ça m'a amené à considérer que dans la performance de la voix, il n'y avait pas que des enjeux de construction raciale, mais aussi de construction de la masculinité. Et toi, Anaïs, donc, je pense pour faire le lien avec ces voix de femmes. Oui, je vais rebondir sur ce que disait Tristan sur la construction de la masculinité et de la féminité. Effectivement, on est dans des performances qui s'appuient sur des stéréotypes et des performances qui sont toujours contraintes. Mais c'est ce que dit Butler sur la performance du genre. On peut pas faire ce qu'on veut. C'est une performance dans un cadre qui est bien défini, et dans le cadre des médias, ces contraintes, elles sont d'ordre différent. Bon, d'abord, il y a vraiment des contraintes culturelles, c'est-à-dire qu'une voix genrée, ça va pas être la même selon les pays, selon les langues, selon les époques. Les attentes ne vont pas être les mêmes. Enfin, c'est pareil, je pense qu'on a tous en tête la voix des actualités au cinéma en France. Et les hommes dans les médias à l'époque ne parlaient pas du tout de la même manière qu'ils parlent aujourd'hui. C'est ce type d'évolution, ça se retrouve partout. Donc il y a des contraintes comme ça, juste culturelles, sociales. Mais il y a aussi des contraintes, en ce qui concerne le genre, il y a des contraintes techniques qui sont liées à l'organisation de la société. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait ce mythe, mais qui finalement peut-être n'en est pas un, que les voix des femmes ne sont pas compatibles avec la technique. Et au début, je me disais, c'est quand même très bizarre, parce que, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas enregistrer une voix de femme aiguë alors que les flûtes traversières, ça passe ? Et en fait, c'est un petit peu comme aujourd'hui l'intelligence artificielle qui est entraînée sur des photos majoritairement de gens blancs et qui du coup ne reconnaît pas les visages racisés. Et là, à l'époque, les ingénieurs du son, les gens qui fabriquaient les micros, les gens qui enregistraient, c'était des hommes. Donc quand ils testaient leur micro, ils testaient avec des voix d'hommes. Et donc ils ont créé au début des outils qui fonctionnaient bien dans une gamme de fréquences, qui avaient tendance un peu à exclure les voix les plus aiguës. Mais bon, ils savaient ce qui le faisaient. Donc, mais à un moment, ces choix-là, qui étaient au début des choix techniques un peu par défaut, ont été réglementés. Et la fréquence de diffusion de la radio a été limitée, le signal a été limité par la loi à 3400 Hz. Et en fait, les voix féminines étant parfois, parce qu'à nouveau on parle de moyenne, etc., mais pouvant avoir des sons plus aigus, notamment les consonnes, pour être bien intelligible, on a besoin d'un signal qui va jusqu'à 5000 Hz. Donc si le signal il est écrété à 3400, il va y avoir le discours des femmes, et notamment des femmes qui ont des voix aiguës, va être moins intelligible.
Et donc, qu'est-ce que va faire l'ingénieur du son? Il se dit, ah ben on l'entend pas bien, hop, on monte le volume. Sauf que on monte le volume, c'est insupportable pour tout le monde, parce que vu qu'on a une voix qui est inintelligible et qui en plus est très forte. Et donc, on a cette idée qui est que ce sont les voix des femmes qui sont naturellement incompatibles avec la technique, naturellement irritantes, que naturellement elles passent mal. Et ça va venir contraindre les performances vocales des femmes. Alors, bon, ça, c'est un truc que je pense avoir observé, mais à nouveau avec toutes les limites que j'ai mentionnées tout à l'heure, qui disent que, bon, on ne sait jamais exactement ce qu'on entend, mais à partir, en gros, des années 40-50, les femmes qui deviennent des vrais professionnels de la radio vont baisser leur voix. Et elles vont avoir effectivement cette voix un peu plus grave, un peu soufflée, parce que c'est plus sexy, elles vont parler lentement, voilà. Et donc pour coller au micro, mais aussi pour coller aux attentes d'une voix qui n'est pas menaçante pour l'ordre patriarcal, parce qu'une femme qui essaye de séduire l'auditeur, elle n'est pas menaçante, elle se soumet au désir. Donc ça, c'est le type de contrainte qu'on peut observer à la radio. Et à la télé, à un moment, je m'étais intéressée au doublage, et là, on voit à nouveau l'importance des constructions sociales, puisque en fonction des pays, en fonction des acteurs et actrices de la chaîne de production, puisque la showrunneuse, par exemple, de Gossip Girl que j'avais interrogée, parle de la voix de Gossip Girl en disant qu'elle est éduquée, qu'elle est élégante, que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de références culturelles, donc qui parle d'un certain type de voix. Et quand je vais assister à une séance d'enregistrement du doublage et que j'interroge la directrice, elle me dit que c'est une voix de pétasse. Et donc... Et pourquoi est-ce qu'elle me dit ça? Parce qu'elle double, c'est une énième série américaine qui double, un truc qui est diffusé sur TF1, et que donc voilà, c'est une série pour ados comme une autre, et que les filles c'est des pétasses. Et donc ça va avoir un impact aussi, pareil, sur la performance qu'elle va demander à son actrice. All of you who earn your bread by the sweat of your brow, I want to let you know today that you are somebody. You are responsible for the wheels of this world going around, and don't you ever forget it. Ça, c'est Martha Jean Steinberg, aka The Queen, qui était sur une radio à Détroit. Et en fait, j'aime bien cet extrait parce que déjà, il y a toutes les composantes de la féminité qu'on attend de ces femmes-là à l'époque. Et elle parle lentement, elle a du souffle dans la voix. En plus, là, elle s'adresse directement aux auditeurs, seulement les hommes. À Détroit, on est dans une ville très industrielle, donc elle s'adresse aux ouvriers qui sortent de l'usine. Son émission est pile au moment où ils sortent de l'usine. Et ça montre bien aussi le rôle premier de ces disques jockeys, qui est vraiment de séduire leur auditeur. Alors, donc on voit que tous ces enjeux autour des représentations de ces voix tournent autour de ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes. Mais est-ce que, vous avez pu étudier donc, dans votre période, dans vos secteurs, votre secteur d'activité, en fait des mouvements de protestation ou certains acteurs qui ont contesté en fait tel type de voix, le fait de se voir assigner ces représentations, en voulant mettre en avant une autre matérialité de la voix. Alors moi, j'ai pas vraiment d'exemple de lutte réussie. Il y a des exemples de courriers des auditeuristes, par exemple, qui se plaignent dans un sens ou dans un autre des voix. Mais il y a une controverse qui est très importante dans l'industrie, donc très tôt au début de la radio, en 1924, où il y a un auditeur qui écrit à un magazine qui s'appelle Radio Broadcast, et il écrit en disant moi je vends des enregistrements et je me rends bien compte que les enregistrements avec des voix de femmes ne sont pas populaires du tout, et je pense que les auditeurs préfèrent entendre des voix d'hommes. Et manque de peau ou pas, je ne sais pas, mais la personne qui fait attention à ce courrier, c'est une chroniqueuse, il n'y en a pas beaucoup à l'époque, mais c'est une chroniqueuse qui décide de consacrer tout un papier à cette question-là. Est-ce que les voix des femmes sont indésirables à l'antenne? Et donc elle interroge des professionnels de la radio, qui s'avèrent être tous des hommes, et qui globalement effectivement disent que c'est vrai que ça passe pas bien. Et puis surtout, le problème, c'est pas les voix des femmes en tant que telles, c'est les voix des femmes quand elles sont dissociées de leur corps. Et donc ce qui est assez intéressant, c'est de voir comment la radio, parce qu'elle peut permettre à des femmes de s'exprimer sans être assignées à leur corporalité, va devenir une espèce de menace à l'ordre genré,
parce que on sait jamais, peut-être qu'elle triche, peut-être que et puis c'est probablement plus difficile en fait d'objectifier quelqu'un quand le corps est invisible. Et donc la chroniqueuse dit oui, en même temps moi j'entends des femmes qui parlent très bien et des hommes qui parlent pas bien, c'est juste une question de formation. Bon, et malheureusement, cette chroniqueuse décède de manière prématurée, et donc ça n'est pas sa vision qui prévaut. Et cet argument selon lequel les voix de femmes sont indésirables a des conséquences jusqu'à aujourd'hui. Il y a une journaliste de WNYC qui explique que quand elle est arrivée à la radio dans les années 80, on lui a dit qu'il fallait baisser sa voix. Et on dit toujours ça aux journalistes femmes. Et toi, Tristan, tu as eu aussi des mouvements de protestation au sein de ces radios? Alors oui, de manière générale, il y a beaucoup de mouvements de protestation dans les années 60, quand en fait les disques-jockeys sont devenus des figures populaires incontournables dans leur quartier. Ils se rendent compte qu'ils peuvent mobiliser beaucoup de gens pour réclamer des choses. Ils peuvent aussi mobiliser le pouvoir d'achat de leurs fans pour organiser des boycotts, pour que l'entreprise qui fait la publicité sur la radio fasse ensuite pression sur la radio pour changer les choses. Et donc on a beaucoup de revendications différentes sur les salaires, sur l'accès au poste de manager de radio, sur la propriété de la radio, et aussi parfois sur les voix, aussi sur les surnoms de disques jockeys. Il y avait une tradition dans certaines radios avec des propriétaires blancs où les surnoms de disques jockeys étaient imposés, et pour les disques jockeys afro-américains on mettait des surnoms assez enfantins, pas très valorisants, et donc ils demandent, ça c'est une des premières revendications aussi, de pouvoir maîtriser son nom et la manière dont on va apparaître, parce que de manière plus générale, certains propriétaires de radio voulaient imposer le type de personnage qui devait être performé à l'antenne. Et donc typiquement une des radios, par exemple à Washington, WOL, où il y a une très forte population, une grosse communauté afro-américaine à Washington DC. Et dans les années 60, donc c'était une radio très populaire et qui devait son succès à des DJ beaucoup de tchatch, beaucoup qui parlaient en rime, qui avaient beaucoup de bagou et qui jouaient, qui surjouaient un peu l'homme afro-américain très sûr de lui, voilà. Et en fait, au milieu des années 70, cette radio est rachetée par un groupe d'afro-américains qui décide de virer une bonne partie du personnel et de changer complètement de style, en essayant de monter en gamme et en ciblant cette fois plutôt la classe moyenne. Donc on joue plus du rhythm and blues un peu crasse qui parle de sexe ou des choses comme ça. On va plutôt jouer du jazz, on va plutôt jouer, il y a de la soul un peu plus sophistiquée qui sort de Philadelphie à ce moment-là. Et donc et on demande aux disques jockeys de ne plus rimer, de plus parler par-dessus les chansons. Ça c'était aussi quelque chose qui était très associé de manière générale aux disques jockeys des années 50, et ça perdure dans les radios afro-américaines jusque dans les années 60-70, qui est de parler par-dessus la musique en disant « Ah, j'adore ce beat », voilà. Et c'était quelque chose de, voilà, une forme d'authenticité un peu populaire, et ça s'est interdit par ces nouveaux propriétaires, et beaucoup des anciens de cette radio vont critiquer ça en disant « Vous voulez monter en gamme, mais du coup vous abandonnez les classes populaires qui vous écoutaient depuis longtemps, parce qu'on veut monter en gamme pour avoir des produits plus luxueux dont on fait la pub et qui rapportent plus. » Il y a des conflits au sein même de la communauté afro-américaine sur ce que finalement, quel rôle doit jouer ces radios pour le public afro-américain. Est-ce qu'elles doivent parler aux classes populaires, ou plutôt essayer de faire, il y a une expression en anglais, on dit racial uplift, faire s'élever la race, entre guillemets. C'est une traduction très littérale et très mauvaise, mais qui est dans cette dynamique d'éducation très bourgeoise de la trajectoire que doit suivre la communauté afro-américaine. Il y a toujours cette tension dans la communauté, et donc elle s'exprime à la radio dans ces années 70 sur les questions de voix. My name is Mary Alice Young. When you read this morning's paper, you may come across an article about the unusual day I had last week. Normally, there's never anything newsworthy about my life, but that all changed last Thursday. My name is Mary Alice Young. When you read this morning's paper, you may come across an article about the unusual day I had last week. Normally, there's never anything newsworthy about my life, but
that all changed last Thursday. Donc on a entendu 2 extraits du pilote de Desperate Housewives. Le premier avec la première actrice pressentie qui était Cheryl Lee, qu'on connaît aussi comme Laura Palmer dans Twin Peaks, et la deuxième, Brenda Strong, qui a été l'actrice qui a incarné vocalement et à l'écran Mary Alice pendant 8 saisons. Et c'est assez frappant de voir la différence de jeu, et juste dans une performance vocale qui suggère des personnages assez différents et qui donne un ton aussi, je pense, différent à la série, avec quelque chose de d'un petit peu plus brut et d'un peu plus froid et distant dans la voix de Cheryl Lee, alors que la voix de Brenda Strong est plus ronde, plus enveloppante, un peu plus élégante et moins menaçante en fait. Et ça donne une coloration assez différente au pilote. Bon, avant de nous quitter et pour donner envie aux auditeurs de poursuivre leur découverte de cette thématique, je vous propose qu'on passe à la traditionnelle partie consacrée aux propositions d'œuvres culturelles et donc que vous nous fassiez part des vôtres. Alors, moi c'est un peu incontournable, il y a un film de 1973 qui s'appelle American Graffiti, qui est assez connu aux États-Unis. C'est un des premiers films de George Lucas. C'est le film qui a fait découvrir un peu Harrison Ford, où il a un petit rôle dedans, mais ensuite il aura une carrière incroyable. Dans ce film, c'est un film nostalgique qui se passe en 1962, où il y a des jeunes lycéens qui font du cruising, qui sont dans des voitures, ils font des courses de voitures et ils zonent en fait dans la ville. Et pendant toute la nuit, ça se passe sur une nuit, pendant toute la nuit, ils écoutent tous la même radio, qui est une radio où on entend un disque jockey qui a vraiment existé et qui joue dans le film son propre rôle. C'est Wolfman Jack, qui était donc le surnom de type qui s'appelait Bob Smith, je crois, donc il a bien fait de changer de nom. Lui, il est connu parce que en fait, il a une voix vraiment très très déformée, très très caractéristique, et qui jouait beaucoup, lui pour le coup, vraiment sur l'idée de faire croire qu'il était noir. Et en fait, il pouvait se permettre de faire ça parce que lui, il a fait toute sa carrière une bonne partie de sa carrière dans des radios au Mexique, au-delà de la frontière américaine, parce que en fait, il y a toute une suite de radios qui sont là à la frontière et qui émettent avec des ondes très puissantes qui sont interdites aux États-Unis. On peut aller que jusqu'à 50 kW aux États-Unis, et au Mexique on peut aller jusqu'à 250. Et donc ils vont sur ces radios-là pour échapper à la législation américaine, pour en général faire plein d'arnaques, vendre des produits très douteux, et voilà. Et lui, il était sur ces radios, donc il n'était pas visible comme les autres disques jockeys, donc il pouvait se permettre de jouer sur ce doute, cette ambiguïté-là. Et tout le film, ils écoutent, et pendant tout le film, ils sont persuadés qu'il est noir. Et il y a un moment dans le film où ils rencontrent le personnage principal, et il y a tout un jeu sur est-ce que c'est lui ou pas. Mais non, ça peut pas être lui parce qu'il est noir normalement. Enfin voilà, et ça met bien en évidence ces ambiguïtés. Merci. Et toi, Anaïs ? Alors, j'ai sélectionné un film et une série. Le film, c'est A Letter to Three Wives, c'est Chaîne conjugale en français. C'est un film de Mankiewicz qui est sorti en 1949 et qui est intéressant parce que c'est un film avec une voix féminine et un personnage qu'on ne voit jamais, mais qui en fait manipule un petit peu les autres personnages. Donc qui peut ressembler un peu à une ancêtre de Mary Alice Young dans Desperate Housewives. Et ce film-là, il est aussi intéressant parce qu'il y a une des femmes qui s'avère être une scénariste pour la radio. Et elle écrit en fait des soaps. Et donc le film met assez bien aussi en scène toute la question la manière dont la hiérarchie culturelle est genrée, parce que cette femme qui en fait gagne de l'argent, c'est elle qui rapporte le plus d'argent au foyer avec l'écriture de ces soaps qui sont présentées comme très vulgaires, alors que son mari est prof d'anglais et monte Shakespeare avec ses élèves. Et donc il y a une tension conjugale qui est liée un peu aux transformations technologiques et aux manières dont elles peuvent permettre aux femmes de s'émanciper. Et la série, c'est Jane the Virgin, qui est une série récente, qui a été diffusée entre 2014 et 2019 sur The CW, et qui est, je crois, toujours disponible sur Netflix. Enfin, peut-être que le contrat a changé, mais... Et alors, c'est pas une série avec une voix féminine, mais il y a une voix masculine qui est très intéressante parce qu'elle est racisée, en fait. Le narrateur a un nom, il s'appelle The Latin Lover Narrator.
Et donc c'est une voix, pareil, qui performe une identité stéréotypée. Et en même temps, c'est aussi une voix off qui n'aurait pas été possible sans toutes les voix féminines qui sont apparues à partir des années 90. Merci beaucoup Anaïs et Tristan, déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et on espère que cet épisode aura plu à nos auditeurs et qu'ils ne vont pas passer tout l'épisode à disséquer nos voix pour essayer de mettre une identité ou un corps derrière ces voix.